Chaque année, les Américains dépensent plus de 200 milliards de dollars en viande. Chaque année, des chercheurs en santé publient discrètement des études confirmant que certains des aliments les plus riches en protéines au monde ne se trouvent pas dans la vitrine du boucher. Elles poussent dans les jardins, flottent sur les étangs, émergent d'un sol aride, dans des endroits où la viande n'a jamais été une option. Aujourd'hui, nous vous présentons 12 plantes dont la teneur en protéines rivalise, voire dépasse, celle des sources animales courantes. Et il ne s'agit pas simplement de curiosités nutritionnelles. Les Écritures mentionnent plusieurs d'entre eux par leur nom. Les médecins de l'Antiquité les prescrivaient. Les guerriers les emportaient lors de leurs campagnes. Et les chercheurs modernes confirment aujourd'hui ce que les cultures traditionnelles n'ont jamais mis en doute. Concentrez-vous sur le point numéro 1. C'est quelque chose devant lequel la plupart des gens du monde occidental sont passés des centaines de fois, sans se douter qu'ils avaient sous les yeux l'une des protéines les plus complètes que la nature puisse produire. Et vers le numéro 7, je vais vous raconter l'histoire d'un homme dans le désert, sans nourriture, sans eau, sans volonté de continuer, dont la survie reposait sur un seul repas, à base de plantes, préparé d'une manière très spécifique. Cette histoire est importante, pas seulement spirituellement, physiologiquement. Commençons le décompte. 12. Les petits pois, la protéine du jardin. Les scribes des Écritures auraient reconnu cela. Vous considérez probablement les petits pois comme le légume que vous faisiez rouler dans votre assiette quand vous étiez enfant. Mais la famille des légumineuses, à laquelle appartiennent les pois, est mentionnée dans tout le Proche-Orient ancien, comme un aliment de base pour la survie et la subsistance. Ézéchiel 4:9, l'un des passages les plus précis sur le plan nutritionnel de toute l'Écriture, ordonne aux prophètes de faire du pain à partir d'un mélange comprenant des lentilles, des haricots et d'autres céréales. Une recette que les nutritionnistes modernes ont analysée et jugée comme une source de protéines remarquablement complète. Les anciens Égyptiens cultivaient déjà les pois il y a 4800 ans. Les médecins grecs et romains les ont décrits comme un aliment permettant de soutenir le travail physique. En Chine, le pois était considéré comme un symbole de prospérité, notamment parce qu'il était nourrissant, durable et productif. La version antique d'un apport protéique fiable. Une tasse de petits pois cuits contient environ 9 grammes de protéines. Ce qui rend ce nombre significatif, ce n'est pas seulement la quantité, mais aussi la qualité. La protéine de pois contient les 9 acides aminés essentiels, les éléments constitutifs que le corps ne peut pas fabriquer lui-même et qu'il doit obtenir par l'alimentation. C'est véritablement inhabituel pour des protéines végétales. La plupart des sources végétales sont déficientes en 1 ou 2 acides aminés essentiels, ce qui signifie que le corps ne peut pas les assimiler. Les pois font exception. L'analyse en laboratoire de l'isolat de protéines de pois montre un score PDCAAS qui approche 0,89, où un point représente le maximum théorique. Cela rapproche la protéine de pois du blanc d'œuf, plus que de la plupart des autres légumes. Les petits pois frais ou surgelés, légèrement cuits à la vapeur à des températures inférieures à 85 degrés, conservent l'intégralité de leur profil d'acides aminés. Une ébullition prolongée dégrade à la fois la structure des protéines et la teneur en chlorophylle. C'est pourquoi la couleur passe d'un vert vif à un gris militaire. Et pourquoi les petits pois bouillis n'ont jamais vraiment donné l'impression d'être un super aliment. Le point idéal: cuire à la vapeur pendant 4 à 6 minutes. Servir avec un filet d'huile d'olive extra vierge. Ce que le monde antique comprenait intuitivement, les chercheurs en agriculture le comprennent aujourd'hui. Les pois ne servent pas seulement à se nourrir. Elles fixent l'azote atmosphérique et le réintègrent dans le sol, le rendant plus productif pour les prochaines plantations. Ce n'était jamais que de la nourriture. Il s'agissait d'infrastructures. 11. Les choux de Bruxelles, la protéine crucifère qui surpasse le bœuf par calories. Le livre des Nombres décrit les Israélites dans le désert,
qui aspirent aux aliments d'Égypte: concombres, melons, poireaux, oignons, ail. La famille des crucifères n'était pas explicitement nommée, mais des plantes apparentées à la moutarde sauvage poussaient dans tout le Levant et étaient consommées par toutes les grandes civilisations de l'ancienne Méditerranée. Les auteurs romains, dont Pline l'Ancien, ont accordé une attention particulière aux brassicacées cultivés comme remèdes et aliments. Les médecins de la Grèce antique les considéraient comme des remèdes contre la fatigue et l'inflammation musculaire. En médecine ayurvédique traditionnelle, les plantes de la famille des brassicacées étaient prescrites spécifiquement pour ce que les praticiens appelaient la reconstruction après épuisement, un cadre qui correspond à ce que nous comprenons aujourd'hui comme la synthèse des protéines musculaires. Une tasse de choux de Bruxelles cuit apporte environ 4 grammes de protéines pour seulement 56 calories. Ce rapport protéines-calories surpasse celui de la plupart des morceaux de bœuf, où les protéines s'accompagnent d'une densité calorique nettement plus élevée. Mais la découverte la plus convaincante réside dans la phytochimie. Les choux de Bruxelles contiennent du sulforaphane, un composé qui se forme lorsque les parois cellulaires du légume sont perturbées, que ce soit en le mâchant, en le coupant ou en le cuisant légèrement à la vapeur. Des recherches publiées dans des revues d'oncologie et de métabolisme à comité de lecture suggèrent que le sulforaphane active la protéine NRF2 qui déclenche la production d'antioxydants par l'organisme. Les athlètes qui consomment régulièrement des légumes crucifères dans le cadre d'essais cliniques ont montré une réduction mesurable des marqueurs du stress oxydatif induit par l'exercice, ce qui signifie une récupération plus rapide entre les séances d'entraînement. La période de préparation est cruciale ici. Hachez ou râpez les choux de Bruxelles et laissez-les reposer 5 à 10 minutes avant de les chauffer. Cette période d'attente permet à l'enzyme myrosinase, qui active le sulforaphane, de terminer sa conversion. Un chauffage trop rapide désactive l'enzyme avant que la conversion ne soit terminée, et vous perdez une part importante du bénéfice. Après le temps de repos, rôtir à 200 degrés C pendant 18 à 20 minutes. Les feuilles extérieures vont caraméliser. Cette légère amertume, ce goût de noisette, c'est l'odeur caractéristique de l'activation du sulforaphane. Des cultures qui n'ont pas eu recours à des essais cliniques sont parvenues aux mêmes conclusions grâce à des siècles d'observations attentives. Ils savaient que ces plantes aidaient les organismes à récupérer. Le mécanisme leur était invisible. 10. Les asperges, la protéine pérenne qui a fait ses preuves depuis 2000 ans. L'asperge apparaît dans les hiéroglyphes égyptiens dès 3000 avant notre ère, représentée comme une offrande précieuse, non pas comme un légume commun, mais comme un légume de choix. Les Grecs et les Romains la cultivaient intensivement, Caton l'Ancien fournissant des instructions de culture précises dans ses écrits agricoles vers 200 avant notre ère. Les empereurs romains auraient entretenu des flottes spéciales, la flotte des asperges, pour transporter rapidement les récoltes avant qu'elles ne perdent leur fraîcheur optimale. Ce type d'investissement institutionnel signale quelque chose qui va au-delà d'une simple préférence culinaire. Dans la médecine traditionnelle persane, les préparations à base de racines d'asperges étaient prescrites pour la régénération des reins, et ce que les textes anciens décrivaient comme la reconstruction de l'essence vitale. Chaque tasse d'asperges cuites apporte environ 4,5 grammes de protéines, ainsi que du folate, de la vitamine K et un acide aminé inhabituel appelé asparagine, qui tire son nom de la plante elle-même, car c'est dans les asperges que les scientifiques l'ont isolé pour la première fois en 1806. L'asparagine joue un rôle dans le métabolisme des protéines et le fonctionnement du système nerveux. Des recherches ont également mis en évidence des niveaux élevés de protodiocine dans les asperges, une saponine stéroïdienne qui, selon certaines études cliniques, pourrait favoriser les niveaux naturels de testostérone chez les hommes. L'élément de préparation que la plupart des gens ignorent, les tiges d'asperges perdent leur humidité et leur composé bioactif, quelques heures seulement après la récolte. Le conseil traditionnel, mangez-le le jour même où vous le coupez,
n'était pas un simple snobisme culinaire. C'était une question de précision nutritionnelle. Si vous utilisez des asperges du marché, placez les tiges debout dans 2,5 cm d'eau froide au réfrigérateur. Les extrémités coupées sont immergées comme des fleurs dans un vase. Cela préserve l'intégrité cellulaire pendant 2 à 3 jours supplémentaires. Cuire à la vapeur plutôt qu'à ébullition, pendant 4 à 5 minutes seulement, jusqu'à ce que les asperges soient d'un vert vif et cèdent tout juste sous la fourchette. L'asperge est une plante vivace. Plantez-la une fois. Entretenez-la pendant 2 ans avant la récolte, et elle reviendra pendant une durée pouvant aller jusqu'à 20 ans. Les anciens comprenaient l'intérêt des investissements qui rapportaient sur plusieurs générations. L'asperge en fait partie. 9. Les artichauts, la protéine méditerranéenne, qui améliore la façon dont votre corps utilise tout le reste. L'artichaut, Cinara scolymus, descend du cardon sauvage que les anciens Égyptiens cultivaient et commercialisaient comme un aliment de luxe. L'artichaut était considéré comme un mets suffisamment prestigieux pour être réservé aux classes riches et instruites de la Rome antique. La tradition médicale arabe, et plus particulièrement le canon de la médecine d'Ibn Sina, achevé vers 1025 de notre ère, notait que les personnes qui consommaient régulièrement des artichauts semblaient absorber plus efficacement les nutriments de leurs autres aliments. Il avait raison. Les artichauts contiennent de la cinarine et de la silimarine, 2 composés amers concentrés dans les feuilles et la tige, qui stimulent la production de bile et améliorent la fonction digestive. La bile est essentielle à la digestion des graisses et des protéines liposolubles. Un organisme dont la production de bile fonctionne correctement absorbe plus complètement les protéines de tout ce qu'il mange. Un artichaut moyen contient environ 4,5 grammes de protéines et 10 grammes de fibres. Mais l'effet cumulatif sur l'absorption des protéines alimentaires totales peut être tout aussi important que la contribution directe. Pour préparer les artichauts de manière à préserver leurs composés amers, évitez de les faire bouillir longtemps dans de grandes quantités d'eau. Cuisez-les à la vapeur ou faites-les rôtir, coupés en 2, face coupée vers le bas, avec de l'huile d'olive à 190 degrés pendant 35 minutes. Ajoutez un filet de citron pendant la cuisson. L'acide citrique ralentit l'oxydation et préserve la couleur vert pâle qui indique que les composés bioactifs sont intacts. Le monde méditerranéen ne disposait pas de laboratoire de biochimie. Il disposait de plusieurs générations d'observations minutieuses sur les aliments qui favorisaient l'efficacité d'autres aliments. L'artichaut a acquis son statut prestigieux grâce à ses résultats, et non à sa réputation. 8. L'amarante, le grain sacré que les empires ont tenté d'anéantir. C'est là que l'histoire devient extraordinaire. L'empire aztèque a placé l'amarante au cœur de son alimentation et de ses pratiques spirituelles. Les tamales à base d'amarante étaient façonnés en figures divines lors des fêtes religieuses. Lorsque Hernán Cortés arriva et commença à démanteler les structures du pouvoir aztèque, l'un de ses premiers décrets fut l'interdiction de la culture de l'amarante, passible de la peine de mort. Il avait compris ce que les nutritionnistes modernes ont confirmé. Contrôlez l'apport en protéines, et vous contrôlerez le peuple. Les Aztèques ne considéraient pas l'amarante comme sacré en raison de la tradition. Ils le considéraient comme sacré, car il leur permettait de rester en vie et forts. Une tasse d'amarante cuite fournit environ 9 grammes de protéines complètes, soit les 9 acides aminés essentiels, dont la lysine, qui est particulièrement déficiente dans la plupart des céréales. La lysine est essentielle à la réparation musculaire et à l'absorption du calcium. L'absence de lysine dans le blé est l'une des raisons pour lesquelles les régimes alimentaires centrés sur le pain ont historiquement produit des populations ayant une masse musculaire inférieure à celle des régimes combinant légumineuses et céréales. L'amarante résout le problème de la lysine, que le blé ne peut pas. Des recherches ont permis d'isoler dans l'amarante un peptide appelé lunacine, dont certaines études en laboratoire suggèrent
qu'il pourrait inhiber les voies inflammatoires au niveau cellulaire. Pour cuire l'amarante et maximiser la biodisponibilité de ces protéines, utilisez un ratio de 1,2,5 avec de l'eau. Porter à ébullition, réduire immédiatement le feu à doux, couvrir et laisser cuire pendant 20 minutes sans soulever le couvercle. Le résultat est une céréale semblable à du porridge, avec une saveur légèrement terreuse et de noisettes, et une texture qui se conserve aussi bien dans les préparations sucrées que salées. Le trempage pendant la nuit et le rinçage avant la cuisson réduisent la teneur en acide phytique, ce qui améliore encore l'absorption des minéraux et des protéines. Les Aztèques ont bâti l'une des civilisations les plus formidables de l'histoire de l'humanité sur cette céréale. Il a survécu à la tentative d'éradication. Il est toujours là. Cette persévérance mérite d'être soulignée. 7. Les lentilles. La protéine qui a sauvé un prophète et peut-être la civilisation. Ouvrez le premier livre des Rois, chapitre 19. Lisez-le lentement. Élie vient de faire descendre le feu du ciel devant 450 prophètes de Baal. Il a remporté une confrontation extraordinaire. Puis, une simple menace de mort de la reine Jézabel le fait fuir dans le désert. Il s'effondre sous un genêt, épuisé, déshydraté, spirituellement anéanti, et demande à Dieu de le laisser mourir. « J'en ai assez, dit-il. Prenez ma vie. » Ce qui suit n'est pas un sermon, ce n'est pas une vision, c'est un repas. Un ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarde, et là, à côté de sa tête, se trouve un gâteau cuit sur des charbons ardents et une jarre d'eau. Il mange, il boit, il se recouche. L'ange revient une seconde fois. « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi. » Le mot hébreu désignant le gâteau décrit « ouga », fait spécifiquement référence à un pain plat, fait de légumineuses et de céréales moulues, un aliment courant chez les voyageurs traversant les régions sauvages de cette région. Les chercheurs en nutrition, qui ont analysé la préparation ancienne de pains plats similaires datant de cette période, ont constaté qu'il contenait probablement des lentilles moulues ou des haricots secs. Ce n'est pas seulement de la poésie. Il s'agit d'un mécanisme d'administration spécifique pour les acides aminés à chaîne ramifiée, les glucides complexes et le fer, les nutriments précis nécessaires pour enrayer l'épuisement physique et psychologique aigu. L'ange n'apporta pas de viande à Élie. L'ange lui apporta ce que nous considérons aujourd'hui comme un repas de convalescence optimale. Une tasse de lentilles cuites apporte 18 grammes de protéines, soit plus de 3 œufs, plus d'une portion de yaourt grec, et l'équivalent d'un blanc de poulet moyen. Mais le profil spécifique en acides aminés des lentilles comprend des niveaux exceptionnellement élevés de leucine, l'acide aminé qui agit comme principal déclencheur de la synthèse des protéines musculaires. Lorsque le taux de leucine dans le sang dépasse un certain seuil, l'organisme signale la production de nouvelles protéines musculaires. Les lentilles franchissent ce seuil. Elles contiennent également environ 6 mg de fer par tasse, soit environ 30% de l'apport quotidien moyen, sous une forme qui devient plus biodisponible lorsqu'elle est consommée avec de la vitamine C. Ajoutez un filet de citron ou une poignée de tomates à votre préparation de lentilles et vous profiterez d'une synergie nutritionnelle. La préparation est simple. Les lentilles corail se transforment en une soupe onctueuse et réconfortante en 20 minutes, sans trempage. Les lentilles brunes et vertes conservent leur forme après 30 minutes et se marient parfaitement avec les salades et les bols de céréales. Ne jamais faire bouillir les lentilles à gros bouillon pendant une période prolongée. Cela dégrade la structure des protéines et produit une texture pâteuse, signe d'une cuisson excessive. Laissez mijoter doucement, goûtez au bout de 25 minutes et arrêtez avant que la texture ne s'affaisse. Élie mangea, but, puis se leva et marcha 40 jours jusqu'à Horeb. Il s'agit de la description d'une restauration complète après un épuisement total. Les chercheurs n'avaient pas besoin d'expliquer au monde antique les bienfaits des lentilles.
Le monde antique le leur a montré. 6. Les pois chiches. 7000 ans de force humaine. Le deuxième livre de Samuel relate un moment de profonde générosité après la retraite de David de Jérusalem. Barzillai et d'autres apportèrent des provisions au roi épuisé et à ses suivants, parmi lesquels se trouvaient du grain grillé, des haricots et des lentilles. Les pois chiches auraient figuré parmi les légumineuses de cette provision. Elles constituaient un élément fondamental de la nutrition de survie dans l'ancien Proche-Orient. Les preuves archéologiques de Jéricho datent la culture du pois chiche d'environ 7500 avant notre ère, ce qui en fait l'une des premières cultures domestiquées de l'histoire de l'humanité. Ils ont nourri les bâtisseurs des premiers califats islamiques, les armées de l'Empire byzantin et les communautés agricoles de la civilisation de la vallée de l'Indus. 3 cultures, 2 continents, aucune convergence de traditions religieuses, toutes arrivant indépendamment à la même conclusion concernant le même être. Une tasse de pois chiche cuit apporte environ 15 grammes de protéines et 12 grammes de fibres. Les fibres sont plus importantes que la plupart des gens ne le pensent en ce qui concerne les protéines. Les fibres alimentaires nourrissent le microbiome intestinal, qui à son tour produit des acides gras à chaîne courte, régulant l'inflammation dans tout le corps, y compris l'inflammation musculaire qui suit un effort physique intense. Un organisme doté d'un microbiome sain récupère plus vite. Les pois chiches contribuent au développement du microbiome tout en apportant des protéines. Les pois chiches contiennent également une concentration particulièrement élevée de choline, un nutriment que la plupart des gens associent aux œufs, qui favorise la production d'acétylcholine. L'acétylcholine est le neurotransmetteur qui transmet les signaux des nerfs aux muscles. Pour toute personne pratiquant une activité physique, un apport suffisant en choline est aussi important qu'un apport suffisant en protéines. Pour une biodisponibilité maximale des protéines, faites tremper les pois chiches secs pendant 12 heures, jetez l'eau de trempage et faites-les cuire dans de l'eau fraîche jusqu'à ce qu'ils soient juste tendres, environ 90 minutes à feu doux. Le processus de trempage réduit l'acide phytique jusqu'à 40%, améliorant sensiblement l'absorption des minéraux et des protéines. Faites griller les pois chiches, cuits à 200 degrés temps pendant 25 minutes, avec de l'huile d'olive et du sel marin, pour obtenir une collation qui fournit 9 grammes de protéines par portion d'une demi-tasse, avec une texture qui satisfait d'une manière qu'aucune barre protéinée ne parvient jamais vraiment à faire. 7000 ans de culture humaine ne sont pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un essai sur le terrain plus complet que n'importe quelle étude clinique. 5. Les graines de chanvre. La protéine complète. Que l'histoire a caché à la vue de tout le chanvre apparaît dans les archives agricoles chinoises dès 2700 avant notre ère, documenté dans la pharmacopée attribuée à l'empereur Shen Nong comme une plante à la fois nutritionnelle et médicinale. Les anciens Scythes, ces guerriers nomades à cheval décrits par Hérodote, emportaient des graines de chanvre comme aliment de voyage principal, tout comme les athlètes d'endurance modernes emportent aujourd'hui des purées d'oléagineux. 3 cuillères à soupe de graines de chanvre fournissent environ 10 grammes de protéines complètes. Complet signifie contenir les 9 acides aminés essentiels, y compris la méthionine et la cystéine, qui sont généralement les acides aminés limitants dans les protéines végétales. Les protéines contenues dans les graines de chanvre sont principalement l'édestine et l'albumine, 2 protéines globulaires dont la structure moléculaire est efficacement décomposée par les enzymes digestives humaines. Des études évaluant la digestibilité des protéines de chanvre ont rapporté des scores comparables à ceux du blanc d'œuf et significativement supérieurs à ceux de nombreuses autres sources végétales. Le chanvre apporte également un rapport d'acides gras oméga 6 à oméga 3 d'environ 3,1, un rapport que certains chercheurs considèrent comme optimal. La récupération musculaire est fondamentalement un processus inflammatoire. Une inflammation excessive l'altère. Un environnement d'acides gras adéquat le module.
Les graines de chanvre ne nécessitent aucune cuisson ni préparation autre que l'ouverture du sachet. Ajoutez 3 cuillères à soupe à votre gruau. Mélangez-les à des smoothies. Pressez-les pour former une croûte pour le poisson cuit au four ou incorporez-les à du yogourt. Elles possèdent une saveur douce, légèrement noisettée et une texture moelleuse qui se fond dans la plupart des aliments sans se faire remarquer. À conserver au réfrigérateur après ouverture. Leur teneur en oméga 3 les rend sensibles à l'oxydation à température ambiante au fil du temps. La stigmatisation dont le chanvre a souffert pendant des décennies n'avait rien à voir avec son profil nutritionnel. Le profil nutritionnel est resté inchangé. Ce fut exceptionnel du début à la fin. 4. Les graines de citrouille, la protéine minérale. La culture de la courge en Mésoamérique remonte à environ 10 000 ans, ce qui fait de la famille des cucurbitacées l'une des plus anciennes plantes alimentaires cultivées de l'histoire de l'humanité. Dans les traditions agricoles amérindiennes, les graines de citrouille étaient séchées et stockées comme principale source de protéines et de matières grasses. 1 once de graines de citrouille apporte environ 9 grammes de protéines, soit plus que le même poids de bœuf haché. Mais c'est au niveau de leur profil minéral que les graines de citrouille deviennent remarquables. Elles constituent l'une des sources naturelles de magnésium les plus concentrées. 1 once fournissant environ 40% de l'apport quotidien recommandé. Le magnésium est nécessaire à plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps humain, y compris chaque étape de la synthèse des protéines. Sans un apport suffisant en magnésium, l'organisme ne peut pas utiliser efficacement les protéines, quelle que soit leur origine, animale ou végétale. Des études estiment que jusqu'à 50% des adultes des pays développés souffrent d'une carence en magnésium sans le savoir. Les crampes musculaires, les troubles du sommeil et la fatigue que beaucoup attribuent au vieillissement sont fréquemment les symptômes d'une carence en magnésium. Les graines de citrouille fournissent également une quantité importante de zinc, essentiel à la production de testostérone, au fonctionnement du système immunitaire et aux processus de réparation cellulaire qui suivent l'exercice physique. Un organisme carencé en zinc est un organisme qui se remet lentement de tout. Pour la préparation, faites légèrement griller les graines de citrouille crues dans une poêle sèche à feu moyen pendant 3 à 5 minutes, en remuant constamment jusqu'à ce qu'elles gonflent légèrement et prennent une couleur dorée claire. La chaleur élimine l'humidité de surface et active une légère saveur de noisette sans dégrader les nutriments liposolubles. Assaisonnez de sel marin uniquement après avoir retiré du feu. La plupart des gens sculptent des citrouilles chaque automne et jettent les graines au compost. Ils jettent ainsi l'une des sources de protéines les plus riches en minéraux disponibles pour la décoration saisonnière. Les anciens conservaient soigneusement ces graines tout au long de l'hiver car ils en comprenaient la valeur. Le monde moderne est encore en apprentissage. 3. Le moringa. L'arbre qui nourrit là où rien d'autre ne pousse. Le Talmud fait référence à l'arbre ben, très probablement le moringa, comme à une plante dont les propriétés étaient considérées comme extraordinaires. La tradition médicale arabe était plus directe. Ibn al-Baytar, botaniste andalou du XIIIe siècle, a décrit en détail le moringa comme une plante aux propriétés nourricières remarquables, utilisée en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. La tradition ayurvédique classe le moringa comme un rasayana, une catégorie d'herbes associée à la longévité, à la force et à l'inversion de l'épuisement corporel. En Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, dans des cultures sans contact ancien, le moringa a acquis la même désignation, l'arbre que l'on plante lorsqu'on veut éviter que les gens ne meurent de faim. 100 g de poudre de feuilles de moringa séchées contiennent environ 27 g de protéines complètes avec les 9 acides aminés essentiels. Gramme pour gramme, les feuilles séchées contiennent environ 2 fois plus de protéines que le yaourt. Elles contiennent également 4 fois plus de calcium que le lait,
3 fois plus de potassium que les bananes et 7 fois plus de vitamine C que les oranges, le tout provenant d'une seule plante. Les organisations internationales de santé ont utilisé le moringa dans les programmes de lutte contre la malnutrition aiguë, précisément parce que sa combinaison de protéines complètes et de micronutriments permet de remédier simultanément à de multiples carences à partir d'une seule source alimentaire. La poudre de feuilles de moringa s'intègre facilement à toutes les préparations. Une cuillère à café mélangée à de l'eau tiède ou à du bouillon. Non bouillant car les températures supérieures à 70 °C dégradent sensiblement la teneur en vitamine C, fournit environ 3 grammes de protéines ainsi qu'un profil complet de micronutriments. La saveur est douce et légèrement herbacée. Un arbre de moringa planté dans un climat chaud peut atteindre 4,5 mètres de hauteur dès sa première année et peut être récolté plusieurs fois par saison. L'arbre miraculeux doit son nom non pas à une légende, elle l'a mérité grâce au fait observable que les communautés l'ont cultivé lorsque l'agriculture conventionnelle a échoué et que les populations n'ont pas souffert de la famine. 2. La spiruline, 60% de protéines. La NASA l'a étudiée. Les empires l'ont récoltée. Le livre de l'Exode décrit les Israélites dans le désert, subsistant grâce à la manne, une substance que le texte décrit comme apparaissant chaque matin sur le sol, petite et blanche, se rassemblant à la surface de l'eau ou du sol. Certains chercheurs ont remarqué que la spiruline et les cyanobactéries apparentées peuvent former des tapis visibles à la surface des eaux riches en minéraux, notamment autour des lacs alcalins, et que les galettes de cyanobactéries séchées au soleil constituaient effectivement une source de nourriture documentée parmi les anciennes cultures vivant à proximité du désert. Les Aztèques récoltaient la spiruline du lac Texcoco et la pressaient pour en faire des galettes séchées, appelées tequitlatl, vendues sur les marchés avec le maïs et les haricots comme principale source de protéines. Les Kanembu, peuple vivant autour du lac Tchad en Afrique du Nord, récoltent et sèchent la spiruline depuis des siècles, la consommant sous le nom de dihé, un aliment encore consommé aujourd'hui. Des cultures sur 2 continents séparés par un océan, sans aucun contact enregistré, ont développé indépendamment des méthodes de récolte et de conservation pour le même micro-organisme. Ce schéma de convergence n'est pas une coïncidence. La spiruline contient environ 60 à 70% de protéines complètes en pois sec. Le bœuf représente environ 26%. Le poulet représente environ 31%. La spiruline ne se contente pas de concurrencer les protéines animales. Cela les triple presque proportionnellement. 2 cuillères à soupe de poudre de spiruline apportent environ 8 grammes de protéines hautement biodisponibles, ainsi que du fer, des vitamines B, du bêta-carotène et de la phycocyanine, le pigment bleu-vert qui fait l'objet de recherches actives pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. L'intérêt de la NASA pour la spiruline dans le cadre des missions spatiales de longue durée découle de son extraordinaire rapport densité nutritionnelle. Lorsque le poids de la cargaison détermine la survie, l'apport nutritionnel par gramme de spiruline est difficile à égaler avec toute autre source alimentaire. Incorporez la spiruline progressivement. Commencez par 1 cuillère à café dans de l'eau froide, du jus d'agrumes ou un smoothie. La saveur est résolument océanique et affirmée. La préparation à froid est supérieure car la chaleur au-delà de 60 degrés commence à dégrader la teneur en phycocyanine. Au bout de 2 semaines, la plupart des gens ne trouvent plus le goût remarquable. 1. Le soja noir, la protéine sacrée que la nutrition moderne a presque oubliée. Tous ceux qui suivent un régime alimentaire à base de plantes ont entendu parler du soja. Fèves de soja jaune, edamame, tofu, tempeh. Ce sont là des choses familières. Ce que presque personne dans le monde occidental ne sait, c'est que la variété à graines noires de glycine max, le soja noir, était la forme cultivée d'origine dans l'ancienne Asie orientale,
et que les deux variétés diffèrent de manière significative dans leur profil phytochimique, ce qui a une importance clinique. En médecine traditionnelle chinoise, les graines de soja noir étaient classées séparément des graines de soja jaune précisément parce que les praticiens observaient des effets thérapeutiques différents. La pharmacopée de Shennong, attribuée au premier empereur mythique de Chine, décrit le soja noir comme tonifiant pour les reins et bénéfique pour ce qui était considéré comme l'essence vitale, un concept qui correspond étroitement à ce que nous appelons aujourd'hui la production d'énergie mitochondriale. Les graines de soja noir contiennent environ 29 grammes de protéines par tasse cuite, soit l'équivalent d'un blanc de poulet de 113 grammes. La protéine est complète, mais la différence avec le soja jaune réside dans sa teneur en anthocyanes. L'enveloppe noire de la graine de soja noir est riche en cyanidine 3-glucoside, la même anthocyanine qui confère aux myrtilles leur prestige nutritionnel. Des recherches publiées dans des revues scientifiques alimentaires à comité de lecture ont montré que les anthocyanes du soja noir présentent une activité antioxydante mesurable lors d'études en laboratoire et que leur consommation régulière est associée à des marqueurs d'amélioration de la santé métabolique. L'avantage spécifique des graines de soja noir par rapport au jaune en matière de préparation réside dans le fait que leurs anthocyanes sont plus stables à une chaleur modérée que de nombreuses autres sources d'anthocyanes. Laissés mijoter doucement pendant 90 minutes après un trempage de 12 heures, et le pigment de l'enveloppe de la graine se disperse dans le liquide de cuisson qui prend une couleur rouge-violet foncé. Ce liquide n'est pas un déchet. Il contient des concentrations significatives de pigments hydrosolubles. Sauvegardez-le. Utilisez-le comme base pour un bouillon. Les préparations traditionnelles chinoises conservent ce liquide précisément comme composant médicinal. Les graines de soja noir peuvent être consommées cuites, fermentées pour obtenir une pâte semblable au miso, ou séchées et grillées pour une collation, fournissant environ 11 grammes de protéines par demi-tasse. La plupart des gens n'ont jamais vu de soja noir dans leur épicerie. Ce ne sont pas des aliments nouveaux. Il s'agit d'un aliment ancien que l'agriculture industrielle a remplacé par une variété jaune à plus haut rendement, plus facile à transformer en huile et en farine. Ce qui s'est perdu dans cette substitution, c'est le profil anthocyanique, la partie que les cultures traditionnelles considéraient comme précieuse. Le fil conducteur. Il existe un fil conducteur qui traverse chaque entrée de ce compte à rebours. Il ne s'agit pas seulement de la teneur en protéines, il ne s'agit pas seulement de l'antiquité. C'est ceci. Chacune de ces plantes contient des composés bioactifs chimiquement fragiles. Le sulforaphane ne s'active que lorsque les parois cellulaires sont perturbées et qu'on leur laisse ensuite le temps d'agir avant d'appliquer de la chaleur. La phycocyanine contenue dans la spiruline se dégrade au-dessus de 60 degrés. Les anthocyanes des graines de soja noir se dissolvent dans l'eau que la plupart des cuisiniers jettent à l'évier. La myrosinase présente dans les légumes crucifères est détruite par l'ébullition. La cynarine contenue dans les artichauts se diffuse dans l'eau de cuisson qui n'arrive jamais à table. Le système alimentaire industriel optimise le rendement, la durée de conservation, la transportabilité et l'uniformité visuelle. Il n'est pas optimisé pour les fenêtres d'activation enzymatique ni pour la préservation des composés phytochimiques thermosensibles. Il en résulte un écart nutritionnel entre un aliment végétal préparé de façon traditionnelle et son équivalent industriel. Les méthodes de préparation traditionnelles, les températures spécifiques, les durées de fermentation, les protocoles de trempage, le séquencement des étapes de préparation n'étaient pas des coutumes arbitraires. Il s'agissait de protocoles empiriques pour la conservation de composés, dont l'expérience avait démontré l'importance, même si personne ne pouvait encore les nommer. La nutrition moderne confirme en grande partie ce que les cultures traditionnelles ont préservé par la pratique. La question importante à garder à l'esprit après avoir visionné cette vidéo n'est pas simplement de savoir quoi manger, mais plutôt quelle part de la valeur nutritionnelle
de ce que vous consommez déjà a été discrètement éliminé avant même d'arriver dans votre assiette? Cette question a des réponses, et il commence, comme d'habitude, par ce que les gens faisaient bien avant qu'il y ait des étiquettes à lire. Avant de partir, si cette vidéo vous a permis de voir quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec une personne de votre entourage qui pense que les protéines ne s'achètent qu'avec un ticket de caisse de boucher. Abonnez-vous pour découvrir d'autres analyses approfondies de ce type et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire laquelle de ces plantes vous a le plus surpris. J'ai lu chacun d'eux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.